Mon fils et sa femme nous ont enfermés, ma femme et moi, dans le sous-sol de notre maison. Alors que ma femme paniquait, j'ai chuchoté, silence. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière ce mur. Quand ils sont partis, j'ai déplacé une brique et montré à ma femme un secret que je gardais caché depuis 43 ans. Mon propre fils et sa femme nous ont enfermés, ma femme malade et moi, dans le sous-sol de notre maison victorienne, en hurlant, cette maison est à nous maintenant. Assis dans cette humidité, j'ai dit à Isidora, chut. Ils ne savent pas ce qui est caché derrière ce mur de briques. Lorsqu'ils sont partis, j'ai déplacé une brique instable, et j'ai révélé à ma femme un secret que je gardais depuis 43 ans. Un secret sur ma véritable identité, qui détruira tout ce qu'ils pensent savoir sur le nom Ashford. Bonjour, chers auditeurs. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, je vous serais reconnaissant de vous abonner à la chaîne, et de laisser un commentaire pour me dire depuis quel état ou pays vous nous écoutez. Cela me réchauffe toujours le cœur de voir jusqu'où voyagent nos histoires. S'il vous plaît, bonne écoute. Cette maison victorienne respire depuis plus d'un siècle. Construite en 1922 par mon père adoptif, Henry Ashford, elle se dresse fièrement sur Drayton Street, dans le quartier historique de Savannah. Le soleil du matin filtre à travers la mousse espagnole, projetant des ombres dansantes sur notre grande véranda. J'appelle cet endroit « maison » depuis 43 ans. Isidora et moi avons emménagé ici en tant que jeunes mariés, jeunes et pleins de rêves. Nous avons élevé notre fils Dalton entre ces murs, le regardant faire ses premiers pas sur les parquets en chêne poli. Cette maison a été témoin de notre joie lorsqu'il a obtenu son diplôme, de notre fierté lorsqu'il a lancé son entreprise, et de notre bonheur lorsqu'il a ramené Arabella à la maison en tant qu'épouse. Mais c'était il y a 3 ans. 3 longues années étouffantes, depuis qu'ils ont emménagé avec nous. Tout a commencé quand Isidora a eu son premier accident vasculaire cérébral. Dalton a suggéré qu'il s'installe dans la suite principale, à l'étage, pour nous aider. Juste temporairement, papa, a-t-il dit. Nous avons déménagé en bas, dans le vieux bureau d'Henry, pour qu'Isidora n'ait pas à monter les escaliers. Le « temporairement » est devenu permanent. Leurs affaires ont envahi chaque coin. Les parfums coûteux d'Arabella ont remplacé les simples sachets de lavande d'Isidora. Leurs conversations bruyantes sur l'argent résonnaient dans des pièces qui, autrefois, ne connaissaient que des voix douces. Ce matin a commencé comme tous les autres. Je me suis réveillé avant l'aube, pour préparer les médicaments d'Isidora et lui faire son petit déjeuner. Elle peut à peine parler depuis la seconde attaque, mais ses yeux brillent encore lorsque je lui lis des poèmes. Je lui préparais des œufs brouillés bien tendres, quand Arabella est apparue dans l'encadrement de la porte. Encore cette odeur, a-t-elle dit, ne cachant pas son dégoût. Elle portait une robe de chambre en soie, qui valait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Wilder, ne pourrais-tu pas cuisiner quelque chose de normal? Cette maison sent toujours comme une maison de retraite. J'ai continué à remuer les œufs, la mâchoire serrée. Ta belle-mère apprécie ces œufs. Ils sont faciles à avaler pour elle. Elle ne mange pas vraiment de toute façon, a poursuivi Arabella en se versant un café coûteux. Le docteur Cross a dit qu'elle pourrait bientôt avoir besoin d'une sonde d'alimentation. Pourquoi faire semblant du contraire? La cruauté désinvolte dans sa voix m'a serré la poitrine. Cette femme n'avait jamais montré de véritable compassion pour Isidora. Pour elle, ma femme n'était qu'un inconvénient, un obstacle au style de vie auquel elle se sentait en droit de prétendre dans notre maison. J'ai apporté le plateau du petit déjeuner dans notre chambre, où Isidora était assise, calée contre des oreillers, regardant le jardin que nous avions planté ensemble il y a des décennies. Sa main tremblait pendant que je l'aidais à manger, mais elle a réussi à esquisser un petit sourire. À ce moment-là, entouré par la lumière du matin et le jasmin qui fleurissait dehors, j'ai senti une lueur de notre ancienne paix. Mais la paix était un luxe que nous ne pouvions plus nous offrir. Les planchers de l'étage ont gémi sous des pas lourds. Dalton était réveillé, et bientôt, il rejoindrait Arabella dans la cuisine. Il parlerait à voix basse de choses qu'il pensait que je ne pouvais pas entendre. Valeurs immobilières, loi sur l'héritage, le fardeau des parents vieillissants. Leurs mots coupaient plus profondément qu'ils ne le savaient. Alors que j'étais assis à côté d'Isidora, tenant sa main fragile, je ne me doutais pas que ce serait notre dernier matin normal. 1 heure plus tard, les planchers de l'étage se sont enfin tus. J'ai entendu des murmures, puis la descente délibérée de pas le long du grand escalier. Dalton est apparu le premier dans son costume bleu marine impeccable, suivi d'Arabella dans une robe sur mesure,
qui coûtent probablement plus cher que ce que la plupart des familles dépensent en courses en un mois. Leur entrée dans la salle à manger portait un sens du but inquiétant, qui m'a noué l'estomac. Ce n'était pas leur flânerie habituelle et décontractée dans la maison. C'était orchestré. Dalton a tiré la chaise en bout de la table en acajou, l'ancien siège d'Henri, avant de parler sur le ton professionnel et détaché qu'il utilisait avec ses clients. « Papa, nous devons parler. » Sérieusement. Arabella s'est assise à côté de lui, croisant ses mains manucurées, les yeux brillants de cette lueur prédatrice que je ne connaissais que trop bien. Ils étaient venus préparer. « C'est à propos de la maison, » dit Dalton, sans toujours me regarder. « Avec l'état de maman et tout ce qui s'annonce. Nous avons réfléchi à la situation de l'héritage, à la bureaucratie, au désordre juridique. Quand le moment sera venu. Un froid s'est répandu en moi, non pas à cause de ce qu'il voulait dire, mais à cause de la manière désinvolte dont il l'a dit. Arabella s'est penchée en avant, la voix sirupeuse d'une fausse inquiétude. Nous voulons vous aider à éviter des problèmes plus tard. Tu devrais signer la maison au nom de Dalton maintenant. Un simple acte de donation, juste une formalité. Elle a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels déjà remplis, preuve qu'ils avaient planifié cela depuis des semaines. La maison vaut 750 000 $, a ajouté Dalton. Cela nous évite la procédure de succession. Pas d'interférence du gouvernement. Je n'ai pas touché au papier. Non. Le mot a claqué dans la pièce. Le sourire d'Arabella est retombé. Comment ça, non? Nous essayons de vous aider. Veux-tu que ton fils unique ait affaire au bureau du gouvernement quand tu ne pourras plus gérer les choses? Je comprends tout ce que tu as dit, dis-je en soutenant son regard. Et c'est pourquoi la réponse est non. Le visage de Dalton a rougi. Nous vivons ici. Nous prenons soin de vous. Nous payons les médicaments de maman. C'est pratiquement déjà notre maison. Vous vivez dans ma maison, ai-je corrigé. Et je prends soin de ta mère. Dalton s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Sois raisonnable. Maman a besoin de soins professionnels. Magnolia Manor, à l'extérieur d'Atlanta. 4500 $ par mois. Personnel présent 24 heures sur 24. Tu pourrais visiter les week-ends. La trahison a coupé plus profondément que n'importe quelle lame. Ils avaient déjà fait des recherches sur des établissements, déjà planifié notre expulsion de notre propre maison. Vous voulez un entrepôt, dis-je doucement. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, a claqué Arabella. Tu es égoïste. Dalton a droit à cette maison. Il porte le nom Ashford. Quelque chose de sombre a vacillé dans les yeux de Dalton. Assez. J'ai fini de discuter. Il m'a attrapé le bras, pas douloureusement, mais avec autorité, et m'a traîné vers la porte du sous-sol. À 72 ans, je ne pouvais pas rivaliser avec sa force. Dalton, qu'est-ce que tu fais, ai-je crié. Cette maison est à nous maintenant, a-t-il rugi, en me poussant vers les escaliers raides. La porte a claqué, le verrou s'est enclenché. Dans l'obscurité, seule ma respiration saccadée et le gémissement effrayé d'Isidora restaient. Nous étions prisonniers dans notre propre maison. Le sous-sol était un tombeau de souvenirs oubliés. Les murs de pierre froide nous pressaient de toutes parts, et l'odeur de moisi d'une humidité vieille de plusieurs décennies remplissait mes poumons. La seule lumière venait d'une fine fente sous la porte au-dessus, plongeant tout dans un crépuscule étrange. Isidora tremblait à côté de moi sur les marches en bois brut. Sa respiration était superficielle et laborieuse, chaque expiration formant un petit nuage dans l'air glacial. J'ai passé mon bras autour de ses épaules fragiles, sentant combien de poids elle avait perdu depuis la seconde attaque. Son corps semblait aussi délicat que des feuilles d'automne. « Ça va aller, ma chérie » ai-je chuchoté, bien que les mots sonnaient creux dans cette prison de béton. Ils vont bientôt retrouver la raison. Mais c'est alors que j'ai entendu le bruit qui a brisé mon espoir. Des portières de voiture qui claquent, un moteur qui démarre, le crissement du gravier alors qu'il reculait hors de notre allée. Dalton et Arabella nous laissaient ici, enfermés dans notre propre sous-sol comme des meubles mis au rebut. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pas de pas au-dessus, pas de voix, juste le goutte-à-goutte régulier de la condensation et la respiration effrayée d'Isidora. Nous étions complètement seuls. Les heures s'écoulaient lentement, mes jambes étaient perclues de crampes à force d'être assis sur les marches dures, mais je n'osais pas m'éloigner d'Isidora.
Elle somnolait par intermittence contre mon épaule, se réveillant parfois en sursaut avec de petits bruits de confusion. Chaque fois, je lissais ses cheveux gris et murmurais des mots rassurants, auxquels je ne croyais pas moi-même. Le sous-sol n'avait pas été utilisé pour le stockage depuis des années. Des toiles d'araignée drapaient les coins comme des linceuls funéraires, et des bocaux vides s'alignaient sur des étagères oubliées. C'était là qu'Henri gardait sa collection de vins, à l'époque où cette maison accueillait d'élégants dîners. Maintenant, cela ressemblait à une crypte. À mesure que l'obscurité s'épaississait dehors, le rail de lumière sous la porte faiblissait. Bientôt, nous serions dans le noir complet. Cette pensée me terrifiait, non pas pour moi, mais pour Isidora. Dans son état confus, l'obscurité totale pourrait la faire paniquer. C'est alors que je me suis souvenu des mots d'Henri. J'avais 18 ans lorsqu'il m'avait emmené ici, quelques mois seulement après m'avoir adopté à l'orphelinat d'État. Il m'avait montré où couper l'eau, m'expliquait le vieux système électrique. Mais ensuite, il s'était arrêté au mur du fond, celui fait de pierre des champs bruts. Wilder, avait-il dit, sa voix inhabituellement sérieuse. Il y a quelque chose ici que tu dois savoir. Quelque chose pour les moments les plus désespérés. Sa main usée par le temps avait appuyé sur une pierre particulière. Ton vrai père m'a appris qu'un homme devrait toujours avoir une dernière carte à jouer. Promets-moi que tu te souviendras de cet endroit. J'étais jeune et distrait, plus intéressé par le début de ma nouvelle vie que par le fait de ressasser de vieux secrets. Mais maintenant, 43 ans plus tard, ces mots résonnaient avec une clarté cristalline. Des moments désespérés. Si ce n'était pas désespéré, qu'est-ce que c'était? Isidora. Chérie, je dois vérifier quelque chose, ai-je chuchoté en l'aidant à s'appuyer contre la rampe de l'escalier. Reste juste ici. Je serai juste à quelques mètres. Je me suis levé sur des jambes tremblantes, et je me suis frayé un chemin prudemment sur le sol inégal. De vieux meubles se dressaient comme des géants endormis dans la pénombre. J'ai heurté une chaise berçante oubliée, je me suis cogné l'orteil sur une caisse en bois, mais j'ai continué à avancer vers le mur du fond. La fondation en pierre des champs semblait rugueuse et froide sous mes paumes. J'ai passé mes mains le long de la surface, cherchant quelque chose d'inhabituel. La plupart des pierres étaient solidement scellées, mais ensuite, mes doigts ont trouvé ce que je cherchais. Une pierre était différente des autres. Elle bougeait légèrement sous la pression, comme si elle avait été soigneusement desserrée et replacée d'innombrables fois au fil des décennies. Mon cœur battait la chamade alors que j'appuyais plus fort, la sentant céder avec un léger bruit de grincement. La pierre a glissé vers l'intérieur, révélant une cavité sombre derrière elle. J'ai tendu la main dans l'espace caché, mes doigts tremblants d'anticipation et de peur. Ce que j'ai trouvé était petit, rectangulaire et froid au toucher. Avec précaution, je l'ai sorti. Une vieille boîte à tabac, le genre populaire quand j'étais enfant. Sa surface était ternie par l'âge, mais je pouvais encore distinguer les lettres effacées, Lucky Strike. Qu'est-ce que c'est? La voix d'Isidora était à peine un murmure, depuis l'autre bout du sous-sol. Je ne suis pas encore sûr, ma chérie, ai-je répondu, bien que mon pouce accéléra. Quoi qu'Henri ait caché ici, c'était assez important pour être gardé secret pendant plus de 4 décennies. Je suis retourné vers les marches, serrant la boîte comme une bouée de sauvetage. Puis, je me suis souvenu que la vieille boîte à outils d'Henri devait encore être sur l'étagère près de l'escalier. J'ai tâtonné jusqu'à ce que mes doigts la trouvent, et à l'intérieur, miraculeusement, se trouvait une petite lampe de poche qui fonctionnait encore lorsque je l'ai allumée. Le faisceau faible était suffisant. Assis à nouveau à côté d'Isidora, j'ai tenu la boîte sous la lueur de la lampe. Le couvercle était coincé par l'âge et l'humidité, mais après plusieurs tentatives, il s'est finalement ouvert avec un petit clic. À l'intérieur, enveloppés dans un tissu huilé, se trouvaient des papiers. De vieux papiers jaunis par le temps, mais toujours lisibles. Mes mains tremblaient alors que je dépliais le premier document sous le faisceau de la lampe. C'était un acte de naissance, mais pas le mien. Du moins, pas celui que j'avais toujours connu. Celui-ci portait un nom qui m'a glacé le sang, Marcus Thompson. Né à Atlanta, en Géorgie, à la même date que mon anniversaire. Nom de la mère, Sarah Thompson, nom du père, William Thompson. Mais alors que je dépliais le second document, l'impossible est devenu indéniable. C'était un décret d'adoption, officiel et tamponné. Marcus Thompson, âgé de 6 mois, adopté par Henry Ashford, médecin veuf de Savannah, Géorgie. Le nouveau nom de l'enfant, Wilder Ashford. Toute mon identité,
tout ce que je pensais savoir sur moi-même s'est effondré à ce moment-là. Je n'étais pas le neveu d'Henri, recueilli après la mort de mes parents dans un accident de voiture, l'histoire qu'on m'avait racontée toute ma vie. J'étais Marcus Thompson, adopté par de parfaits inconnus. Le troisième document était une lettre écrite de l'écriture familière d'Henri. Sous le faisceau de la lampe de poche, je pouvais clairement lire « Mon cher fils, si tu lis ceci, c'est que des circonstances désespérées t'ont amené à cette cachette. Ton père, William Thompson, était chef de cabinet du gouverneur Talmadge, un homme brillant qui a servi son État avec honneur. Mais en 1952, il a été accusé d'avoir vendu des informations classifiées, trahissant des secrets militaires. Je connaissais William personnellement en tant que médecin du manoir du gouverneur, et je n'ai jamais cru ces accusations. Mais ton père est devenu un bouc émissaire. Il s'est ôté la vie en prison plutôt que de subir un procès public qui détruirait sa famille à jamais. Ta mère Sarah s'est retrouvée avec rien d'autre que la honte et un bébé dont le nom du père était devenu un poison dans la politique de Géorgie. J'ai proposé de t'adopter, de te donner mon nom et ma protection. Le nom Thompson t'aurait suivi comme une ombre, fermant les portes que le nom Ashford ouvrait. Garde ce secret, mon fils. Il y a ceux qui l'utiliseraient pour détruire tout ce que tu as construit. Mon esprit vacillait sous le poids des implications. Tout. Mon mariage avec Isidora, mon acceptation dans les cercles sociaux de Savannah, mes relations d'affaires, même la fierté de Dalton pour l'héritage Ashford. Tout cela était bâti sur une fondation qui pourrait s'effondrer si cette vérité venait un jour à la lumière. Wilder. La voix d'Isidora était plus forte maintenant, inquiète. Qu'est-ce que ça dit? Le faisceau de la lampe tremblait dans ma main alors que je regardais le visage d'Isidora assimiler ce qu'elle voyait. Ses yeux allaient de l'acte de naissance au papier d'adoption, puis à la lettre d'Henri. J'ai pu voir le moment où elle a compris. Sa bouche s'est entr'ouverte, et elle m'a regardé comme si elle voyait un étranger. Marcus Thompson, chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. Tu n'es pas vraiment Wilder Ashford. J'ai posé la lampe de poche avec précaution, son faisceau créant un petit cercle de lumière dans notre prison sombre. Non, ma chérie, je ne le suis pas, les mots semblaient étranges sur ma langue, comme si je confessais un crime que j'avais commis sans le savoir. Je viens juste de l'apprendre moi-même, en lisant la lettre d'Henri. Je suis aussi choqué que toi. Elle a tendu une main tremblante pour toucher mon visage, ses doigts traçant les lignes familières qu'elle connaissait depuis des décennies. Que t'a raconté Henri en grandissant? Quel mensonge avons-nous cru tous les deux? Ma poitrine s'est serrée alors que je me rappelais l'histoire soigneusement construite. Il m'a dit que mes parents étaient de sa famille éloignée, de bonnes gens qui sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 6 mois. Il a dit qu'il m'avait recueilli parce que la famille doit prendre soin de la famille. Je n'ai jamais remis cela en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Et maintenant? Demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Maintenant, je réalise que tout ce que je pensais savoir sur moi-même est un mensonge. J'ai repris la lettre d'Henri, les mains tremblantes. D'après ceci, mon vrai père était William Thompson, chef de cabinet du gouverneur. Mais il a été accusé de vendre des informations militaires classifiées, de trahir des secrets d'État. J'ai pu voir son visage pâlir dans la lueur de la lampe. Accusé. Henri écrit qu'il n'a jamais cru aux accusations, que William est devenu un bouc émissaire, mais cela n'a pas importé. William Thompson s'est suicidé en prison plutôt que d'affronter un procès public. Son nom est devenu un poison dans la politique de Géorgie. Isidora est restée silencieuse pendant un long moment, absorbant l'ampleur de ce que cela signifiait. Donc Henri t'a sauvé. Il t'a sauvé d'être le fils d'un homme marqué comme traître. Mais il a aussi construit toute ma vie sur un mensonge. Notre mariage, mes affaires, nos relations, notre place dans la société de Savannah, tout cela existe parce que les gens croient que je suis un Ashford, pas un Thompson. Qu'est-ce que cela signifie pour nous maintenant? Demanda-t-elle, bien que je puisse voir dans ses yeux qu'elle commençait à comprendre. Cela signifie que nous avons quelque chose que Dalton ignore, dis-je lentement, le plan se formant dans mon esprit. Il a passé toute sa vie à être fier du nom Ashford, bâtissant son entreprise d'investissement sur cette réputation. Ses clients sont des politiciens, de vieilles familles de Géorgie qui attachent une grande importance aux lignées et à l'honneur. Une lente compréhension s'est répandue sur ses traits marqués par le temps. S'il savait qu'il est le petit-fils de William Thompson, son entreprise s'effondrerait du jour au lendemain. Aucun politicien ne lui confierait ses informations financières. Aucune famille d'élite ne le laisserait gérer sa richesse.
Les gens même qu'il courtise lui tourneraient le dos, et il n'en a aucune idée, souffla TL. Aucune idée du tout. Pour lui, nous ne sommes que de vieux gens encombrants qui font obstacle à son héritage. Il pense que le nom Ashford lui donne droit à tout, cette maison, le respect, le statut social. Mais tout cela est bâti sur le mensonge soigneusement construit par Henri. J'ai regardé les papiers éparpillés autour de nous, puis le visage de ma femme. Si notre fils veut nous traiter comme des prisonniers dans notre propre maison, peut-être est-il temps qu'il apprenne ce que l'on ressent face à de vraies conséquences. Le poids de 43 ans de tromperie s'est posé sur mes épaules. Mais pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je ressentais autre chose que de l'impuissance. Je ressentais du pouvoir. Au-dessus de nous, le plancher a grincé. Des pas lourds ont traversé la cuisine, puis se sont dirigés vers la porte du sous-sol. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Ils reviennent, ai-je chuchoté rapidement, rassemblant les papiers et les remettant dans la boîte à tabac. Le lourd verrou a raclé contre le métal, et soudain, la lumière a inondé notre prison obscure. Dalton se tenait en silhouette dans l'embrasure de la porte, son costume coûteux froissé par ce qu'il avait fait pendant que nous étions assis dans ce sous-sol pendant des heures. Derrière lui, Arabella regardait vers le bas avec un mélange de curiosité et de dégoût. « Eh bien, » demanda Dalton, sa voix dégoulinant de suffisance, « avez-vous eu assez de temps pour réfléchir à notre offre ?» J'ai aidé Isidora à se lever, sentant à quel point elle s'était affaiblie pendant notre emprisonnement. Ses jambes tremblaient sous elle, et je pouvais entendre que le sifflement dans sa respiration avait empiré. L'air froid et humide n'avait pas été clément pour son état. « Dalton, » dis-je, laissant l'épuisement et la défaite colorer ma voix. « Ta mère. Elle a besoin de soins médicaux. Le stress, l'air froid là-dessous. S'il te plaît, laisse-moi appeler le docteur Cross. » Arabella s'est avancée, son visage s'éclairant de ce qui ressemblait à une véritable inquiétude. « Oh mon Dieu, est-ce qu'elle fait une autre crise? On ne peut pas la laisser s'effondrer sur nous. » Laissez-moi juste passer un coup de fil, ai-je supplié, soutenant le poids d'Isidora contre mon épaule. Le docteur Cross connaît son état. Elle a besoin d'être examinée. Dalton nous a étudiés tous les deux un instant, pesant clairement ses options. Une belle-mère malade était la dernière chose qu'il voulait sur les bras. Très bien, dit-il finalement. Un appel, mais fais vite, et pas de coup tordu. Il m'a tendu son téléphone portable, surveillant attentivement pendant que je composais le numéro. Mais le numéro que j'appelais n'était pas celui du docteur Minerva Cross. C'était un numéro que j'avais mémorisé, d'après une carte de visite que je gardais dans mon portefeuille depuis 3 ans. Un avocat spécialisé dans les conflits familiaux complexes. Fairchild et associés, répondit la voix nette. Oui, c'est Wilder Ashford, dis-je, gardant ma voix stable et clinique. J'ai besoin de planifier une consultation urgente concernant une directive médicale pour ma femme. Monsieur Fairchild peut-il me recevoir cet après-midi? Dalton s'est détendu légèrement, entendant ce qui ressemblait à un rendez-vous médical de routine. Arabella avait déjà perdu tout intérêt et examinait ses ongles manucurés. Certainement, Monsieur Ashford, répondit la réceptionniste. Monsieur Fairchild a un créneau à 16 heures. Dois-je vous inscrire? Oui, merci. J'apporterai tous les documents nécessaires avec moi. J'ai mis fin à l'appel et rendu le téléphone à Dalton. Le docteur Cross veut voir ses dossiers médicaux et ses informations d'assurance. Je dois rassembler quelques papiers et la rencontrer cet après-midi. Bien, dit Dalton en empochant son téléphone. Peut-être que maintenant tu commenceras à être raisonnable sur ce qui est le mieux pour tout le monde. Peut-être que je le ferai, répondis-je doucement, en aidant Isidora à se diriger vers notre chambre. Peut-être que je le ferai. 3 heures plus tard, j'étais assis en face de Reginald Fairchild dans son bureau du centre-ville de Savannah. C'était un homme dans la cinquantaine, aux cheveux gris acier et aux yeux perçants qui ne manquaient rien. J'avais apporté la boîte à tabac d'Henri avec moi, et maintenant son contenu était étalé sur son bureau en acajou poli. Fairchild a étudié l'acte de naissance, les papiers d'adoption et la lettre d'Henri avec l'intensité concentrée d'un chirurgien examinant des radiographies. Lorsqu'il a enfin levé les yeux, il y avait quelque chose de prédateur dans son sourire. Monsieur Ashford, ou devrais-je dire Monsieur Thompson, c'est tout à fait remarquable, dit-il en se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. Votre fils a bâti toute son entreprise d'investissement sur ses relations avec l'élite politique de Géorgie, n'est-ce pas? Oui, répondis-je.
Sa liste de clients se lit comme le bottin mondain du gouvernement de l'État et des vieilles familles de Savannah, et ils lui font confiance parce qu'ils croient qu'il vient de l'honorable lignée des Ashford. Exactement. Le sourire de Fairchild s'est élargi. Eh bien, monsieur Thompson, je crois que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Une semaine plus tard, j'étais assis dans notre salon, lisant le journal du matin, lorsque la sonnette a retenti. À travers les rideaux de dentelle, je pouvais voir une berline noire garée dans notre allée. Coûteuse, professionnelle, le genre de voiture qui signifiait des affaires sérieuses. Reginald Fairchild se tenait sur notre véranda, impeccablement vêtu d'un costume anthracite et portant une mallette en cuir. Derrière lui se tenait un homme plus jeune dans un costume tout aussi élégant, clairement un autre avocat de son cabinet. « Monsieur Ashford, dit Reginald avec un léger signe de tête, je crois que nous avons des documents à livrer. » Le bruit de pas dans les escaliers m'a indiqué que Dalton avait entendu la sonnette. Il est apparu dans le couloir, ajustant sa cravate, visiblement curieux de nos visiteurs inattendus. Arabella suivait de près, son visage montrant déjà une inquiétude soupçonneuse. « Puis-je vous aider, messieurs » demanda Dalton, s'avançant avec l'air confiant d'un homme qui croyait posséder tout ce qui était en vue. « Dalton Ashford » demanda Reginald, bien que son ton suggéra qu'il connaissait déjà la réponse. « C'est exact. »« Et vous êtes » ? Reginald Fairchild, avocat à la cour. « Je représente les intérêts légaux du véritable propriétaire de cette propriété. » Il ouvrit sa mallette avec une efficacité rodée et en retira une épaisse enveloppe manille. « Ceci est pour vous. » Dalton prit l'enveloppe avec une confusion évidente, l'ouvrant avec une arrogance désinvolte. J'ai observé son visage alors qu'il commençait à lire, j'ai vu le moment exact où la confusion s'est transformée en incrédulité, puis en quelque chose approchant la panique. « Avis d'expulsion » bafouilla-t-il, la voix brisée. « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, bordel ?» Arabella lui arracha les papiers des mains, ses yeux parcourant le langage juridique avec une alarme croissante. « Ça dit que la maison appartient à Wilder, pas à toi. Ça dit que notre acte de donation, » elle leva les yeux, le visage pâle. « Frauduleux. »« J'en ai peur, » répondit Reginald avec un calme professionnel. « Notre enquête a révélé que le document que vous avez présenté comme un transfert de propriété légitime est en fait une contrefaçon assez mal exécutée. Le notaire dont le sceau apparaît sur vos papiers est décédé 2 ans avant la date présumée de la signature. »« C'est impossible, » dit Dalton, mais sa voix manquait de conviction. « Ce qui est plus inquiétant, » a continué Reginald, sa voix prenant un ton plus tranchant, c'est que cette tentative de fraude soulève de sérieuses questions sur le statut juridique de votre famille dans cette communauté. Des questions qui pourraient nécessiter une enquête publique complète sur vos antécédents généalogiques, votre véritable héritage. Votre droit d'utiliser le nom Ashford dans vos relations d'affaires. La couleur s'est complètement vidée du visage de Dalton. De quoi parlez-vous ? Je parle du genre d'enquête qui fait la une du Savannah Morning News, monsieur Ashford. Le genre que vos partenaires commerciaux et clients ont tendance à lire avec leur café du matin. Le genre qui soulève des questions inconfortables sur les lignées et l'honneur familial. Arabella a saisi le bras de Dalton, ses ongles s'enfonçant dans sa veste de costume coûteuse. Quels antécédents généalogiques ? Vous avez 30 jours pour quitter les lieux, a conclu Reginald en refermant sa mallette d'un coup sec. Alors que les avocats retournaient à leur berline, j'ai remarqué que les mains de Dalton tremblaient en sortant son téléphone portable. Mes partenaires commerciaux, dit-il, la voix creuse. Ils vont commencer à poser des questions. 3 jours plus tard, notre salon était rempli de gens que je n'avais pas vus depuis des mois, peut-être des années. Dalton avait convoqué une réunion de famille d'urgence, et l'urgence dans sa voix les avait tous fait accourir. Le cousin Peter était assis raidement sur notre canapé antique, sa femme Marie à côté de lui, serrant son sac à main comme un bouclier. 2 des partenaires commerciaux de Dalton, des hommes en costume coûteux qui me traitaient habituellement avec une déférence polie, occupaient les fauteuils à oreilles près de la cheminée. L'atmosphère était chargée de tension et d'une panique à peine dissimulée. Je pouvais le voir sur le visage de Dalton, dans la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'il faisait les 100 pas devant la vieille bibliothèque en acajou d'Henri. Arabella était perchée sur le bord d'un pouf, son calme habituel fissuré comme un miroir brisé. « Merci à tous d'être venus si rapidement », commença Dalton, sa voix portant cette confiance forcée d'un homme essayant de se convaincre autant que son auditoire. « Nous faisons face à une crise familiale ici, une attaque légale contre notre maison, notre héritage, tout ce que le nom Ashford représente. » Il fit un geste vers moi avec une frustration à peine contenue.
Mon père a été influencé par un avocat sans scrupules qui lui remplit la tête de mensonges sur la propriété et l'histoire familiale. À son âge, avec le stress de s'occuper de maman, je pense qu'il commence à confondre la réalité. Peter remua, mal à l'aise sur le canapé. Wilder a toujours été vif d'esprit. Dalton, qu'est-ce que tu suggères exactement? Je suggère que nous devions envisager une mise sous tutelle, dit Dalton, les mots sortant en cascade. Papa prend des décisions qui pourraient détruire la réputation de cette famille, déchirer tout ce que nous avons construit. Il croit à des théories du complot sur des documents falsifiés et des enquêtes généalogiques. Marie se pencha en avant, la voix douce mais inquiète. Wilder, mon cher, est-ce vrai? As-tu des problèmes de mémoire ou de jugement? J'ai regardé autour de la pièce ces gens, certains de la famille, d'autres des associés, qui me connaissaient tous depuis des décennies. Ils m'avaient vu bâtir une carrière réussie, élever un fils, prendre soin de ma femme pendant sa maladie. La suggestion que j'étais mentalement incompétent était si absurde qu'elle en était presque insultante. Non, Marie, dis-je calmement en me levant de ma chaise. Ma mémoire et mon jugement sont parfaitement clairs. En fait, j'aimerais partager avec vous tous quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi Dalton cherche si désespérément à me discréditer. Je me suis dirigé vers la petite table d'appoint où j'avais placé la boîte à tabac d'Henri ce matin-là, sachant que ce moment viendrait. Dalton a raison sur un point. Il s'agit de l'histoire familiale et de l'héritage, mais pas de la manière qu'il pense. Papa, ne fais pas ça, a averti Dalton, la voix aiguë de panique. Tu vas te ridiculiser. La seule personne qui devrait avoir honte, dis-je en ouvrant la boîte et en retirant les papiers jaunis, c'est l'homme qui a passé toute sa vie à tirer fierté d'un nom qui ne lui revient pas de droit. La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais entendre la vieille horloge grand-père faire tic-tac dans le couloir, le bruit lointain de la circulation sur Drayton Street, la brusque inspiration de Marie. Mon vrai nom est Marcus Thompson, ai-je continué en tenant l'acte de naissance pour que tout le monde puisse le voir. J'ai été adopté bébé par Henry Ashford après que mon père biologique, William Thompson, a été accusé de vendre des secrets d'État, et est mort en prison plutôt que d'affronter un procès. Le visage de Peter est devenu blanc. La main de Marie a volé à sa bouche. Les partenaires commerciaux ont échangé des regards qui en disaient long sur leur désir soudain d'être n'importe où ailleurs. Dalton a bâti sa société d'investissement sur des relations avec l'élite politique de Géorgie, dis-je, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Ses clients lui font confiance parce qu'ils croient qu'il vient de l'honorable lignée des Ashford. Mais ce n'est pas le cas. Il est le petit-fils d'un homme accusé de trahison, et chaque poignée de main, chaque accord, chaque relation client est bâtie sur ce mensonge. La pièce est tombée dans le silence alors que tout le monde fixait mon fils avec dégoût. 6 mois ont passé depuis cet après-midi dévastateur dans notre salon, et le silence dans notre maison victorienne n'a jamais semblé aussi paisible. Le genre de silence qui ne vient pas du vide, mais de l'absence de toxicité, du départ des gens qui n'apportaient rien d'autre que tension et avidité dans notre foyer. Dalton et Arabella ont quitté Savannah le lendemain même. J'ai entendu par le cousin Peter qu'ils avaient emballé leurs affaires au milieu de la nuit, comme des voleurs fuyant une scène de crime. En une semaine, la société d'investissement de Dalton s'était effondrée. Ses clients, ses familles politiques prestigieuses et l'argent de la vieille Géorgie, qui valorisait la réputation par-dessus tout, ont retiré leur compte plus vite qu'on ne pouvait dire, Thompson. Le scandale de son acte frauduleux, combiné à la révélation de son véritable héritage, l'a rendu radioactive dans la communauté financière très soudée de Savannah. Ils ont déménagé dans une petite ville de l'Alabama. On m'a dit qu'Arabella avait trouvé du travail comme réceptionniste dans un salon de beauté. Dalton, eh bien, personne ne semble savoir ce que fait Dalton maintenant. Il n'appelle ni n'écrit, c'est certain. Pour moi, il a simplement cessé d'exister, comme le fantôme que je lui avais dit qu'il était. Mais cette histoire ne concerne pas vraiment la chute de Dalton. Elle concerne ce qui est venu après. La santé d'Isidora s'est remarquablement améliorée depuis que le stress a quitté notre maison. Sans la tension constante, sans les commentaires cruels d'Arabella et les exigences prétentieuses de Dalton, ma femme a trouvé une sorte de paix qui a permis à son corps de guérir. Elle lutte encore avec les effets de ses accidents vasculaires cérébraux, mais son appétit est revenu. Son sommeil est réparateur et, plus important encore, son sourire est revenu. Nous avons apporté quelques changements à la maison. Ce sous-sol où nous avons découvert la vérité sur mon passé, j'ai engagé des entrepreneurs pour le transformer en quelque chose de beau, un espace lumineux et aéré avec un éclairage et une ventilation appropriés.
C'est devenu mon bureau personnel, bordé d'étagères et rempli de fauteuils confortables. Parfois, je m'assois là-bas le soir, ne pensant pas aux secrets cachés derrière les murs, mais profitant simplement de la satisfaction tranquille d'un espace reconquis. Notre voisin, Léopold Gray, passe presque tous les après-midi maintenant. C'est un veuf d'environ mon âge qui vit 3 maisons plus loin, et il est devenu une sorte de bénédiction. Il aide aux travaux de jardinage, nous apporte des légumes de son jardin et, surtout, il traite Isidora avec le doux respect qu'elle mérite. C'est drôle comme le fait d'éliminer les personnes toxiques de sa vie laisse de la place pour que des personnes véritablement bonnes y entrent. J'ai appris quelque chose de profond ces derniers mois. La famille n'est pas seulement une question de sang ou de non partagé. C'est une question d'amour, de respect et de souci sincère du bien-être de l'autre. Dalton a partagé mon nom adoptif, a vécu dans ma maison et m'a appelé père pendant 40 ans. Mais Léopold, qui nous connaît depuis 6 mois, a montré plus de véritable esprit de famille que mon fils ne l'a jamais fait. Le nom Ashford que j'ai porté avec tant de peur pendant tant d'années ne me définit plus. Le nom Thompson, avec lequel je suis né, non plus. Je suis simplement Wilder, un homme qui aime sa femme, s'occupe de son jardin, et a appris que l'héritage le plus précieux que nous puissions laisser derrière nous n'est pas l'argent ou la propriété, mais l'exemple de la façon dont nous traitons les gens qui dépendent de nous. Henri m'a sauvé de la honte des accusations portées contre mon père, mais à la fin, c'est en tenant tête à l'avidité de mon propre fils que je me suis vraiment libéré. Rappelez-vous, la vraie richesse ne se mesure pas en dollars ou en actes de propriété, mais dans l'amour que nous donnons et la dignité que nous maintenons, même dans nos heures les plus sombres. En repensant à cette histoire vraie, je réalise que j'ai commis une terrible erreur qui m'a presque tout coûté. J'ai passé 72 ans à vivre un mensonge, portant le poids d'un secret qui n'avait pas besoin d'être honteux. Ne soyez pas comme moi. Ne laissez pas la peur du jugement vous empêcher de vivre authentiquement. La vérité a une façon de nous libérer, même quand nous pensons qu'elle va nous détruire. Les histoires de mon grand-père m'ont appris que la famille n'est pas une question de lignée ou de nom prestigieux. C'est une question de personnes qui se tiennent à vos côtés quand l'obscurité tombe, qui prennent soin de vous sans rien attendre en retour. Henry Ashford m'a donné son nom, mais c'est l'amour inébranlable d'Isidora et l'amitié sincère de Léopold qui m'ont montré ce que signifie vraiment une vraie famille. Cette histoire vraie ne parle pas seulement d'héritage ou d'avidité. Elle parle de l'héritage de caractère que nous transmettons aux générations futures. Nous pouvons choisir d'élever des enfants qui valorisent la compassion plutôt que la richesse, l'intégrité plutôt que le statut. Dieu sait que j'ai échoué à cet égard avec Dalton, mais peut-être que partager ces histoires de grand-père peut aider d'autres à éviter mes erreurs. La plus grande leçon de cette histoire vraie, n'attendez pas une crise pour révéler votre moi authentique. Ne laissez pas l'orgueil et la peur vous priver de relations authentiques. Les gens qui comptent vraiment vous aimeront pour ce que vous êtes, pas pour le nom que vous portez ou la maison que vous possédez. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires de grand-père touchantes, et dites-moi dans les commentaires quelle leçon familiale a le plus façonné votre vie. Vos histoires comptent tout autant que la mienne.